Donc ce soir, je vais vous parler de plein de choses en fait autour de GitHub. Donc le titre, il est relativement long, développer et déployer dans le cloud avec GitHub, Codespace, Copilot, Action. L'idée en fait, c'est de vous faire principalement des démonstrations pour partager des choses que vous pouvez faire avec GitHub, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Avec, j'ai envie de dire, ça va être en fonction de l'humeur et ce qui va se passer dans la démonstration. Euh, et pour commencer, je vais juste rapidement, si vous ne me connaissez pas, juste donner un tout petit peu pourquoi je suis venu plusieurs fois. C'est parce que lorsque je suis impatient ou lorsque je m'ennuie, je change de boîte. Quand je change de boîte, je refais le tour des jugs. Donc j'ai passé quelques temps ici. Après, la particularité, c'est que si vous regardez, j'ai principalement travaillé chez les éditeurs de logiciels. C'est-à-dire que j'étais toujours côté éditeur, plus que côté implémentation chez un client sur un projet réel. Mais je me considère toujours comme un développeur. Il y a quelques années, quand je faisais de la planche à voile, quand je faisais du triathlon, j'avais un site web et une application sur Google Cloud autour du triathlon. Maintenant que je fais de la planche à voile, je fais une application sur la planche à voile qui me permet en fait de tester plein de choses, qui me permet de tester les technologies, de continuer à développer. Pour justement, quand je vous parle avec une expérience en tout cas où je continue à écrire du code, à tester différentes technologies, à voir ce qui marche pas. Sauf que je suis pas dans une grosse équipe, je suis tout seul, ou presque, parce que les gens qui sur ces projets-là, j'ai pas eu beaucoup de contributions externes. Déjà parce que tous les projets sont pas publics, et aussi parce que une question de temps, quand on fait des choses perso, c'est toujours difficile de trouver du temps. Donc déjà, je vais commencer sur, je l'avais mis ici, je vais me perdre dans les onglets, mais ça c'est pas grave. Je sais pas si vous avez su. Alors qui a un compte sur GitHub? Vous voyez, vous êtes pas, on n'est pas tout seul. Il y a 100 millions, ça vient juste, c'est arrivé hier, je crois, c'est ça, si je me souviens bien. Donc une chose importante autour de GitHub, en fait, c'est que c'est la place où le développement, où les développeurs sont, professionnellement ou personnellement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent GitHub dans leur entreprise, hein, et surtout ici à Lille d'ailleurs. Et mon métier en tant que solution engineer, c'est faire des claquettes comme ce soir, c'est le côté rigolo du boulot. Le côté réel du boulot, c'est d'aller travailler avec des prospects, avec des clients, pour aider à implémenter, comprendre. Et aider à implémenter, comprendre, en fait, c'est ce qu'on voit. Je vais, je suis désolé, hein, je vais un peu naviguer sur des onglets. Hop. Ce qu'il faut regarder autour de GitHub, c'est que si historiquement, moi j'ai mon compte GitHub depuis 2010. Au début, c'était principalement une partie web au-dessus de Git, ce qui permettait aux gens qui connaissaient pas Git de faire du Git d'ailleurs. C'était un moyen de commencer à travailler avec des outils différents. Avant, on faisait des subversions, etc. Il y avait un changement de mentalité qui, lorsqu'on passait sur GitHub, d'ailleurs, était un peu caché. J'ai mis des flyers, des cheat sheets pour ceux qui veulent autour de Git si vous voulez. Mais depuis, ça a beaucoup évolué. Le premier commit a eu lieu il y a 15 ans, je crois. Il y a plus d'1 milliard de commits dans GitHub. Et vous voyez en haut la liste des fonctionnalités qui sont supportées ou fournies par GitHub. Ça va de, évidemment, la partie collaboration sur le code, mais on va avoir les actions pour l'automatisation, les packages pour stocker vos packages, vos conteneurs, des choses autour de la sécurité, Codespaces pour développer, Copilot. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Donc je vais essayer de couvrir certains sujets. Après, si vous avez des sujets particuliers que vous voulez voir, faut pas hésiter soit à poser la question, soit à se voir après. Et parmi les choses, avant qu'on parte dans la démonstration, qui sont intéressantes à regarder, c'est si vous ne connaissez pas ce site, c'est aller sur le blog. Alors le blog va vous donner des blogs, mais ici, alors je vais dézoomer un tout petit peu, il y a le changelog. Et le changelog, en fait, c'est en tant que produit cloud, il y a des features qui sortent tout le temps. Et si vous regardez, là, on est le 24, là, on est le 26. Il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées sur Dependabot, donc l'analyse des dépendantes, des choses autour. Alors ça va toucher toutes les parties du produit, mais c'est intéressant de regarder ça, à quel point on sort des fonctionnalités constamment. Pour voir ce qui arrive. Alors moi, ça fait partie de mon travail de regarder ce qui se passe, mais si vous êtes utilisateur à titre perso ou pro, c'est aussi intéressant de regarder. Il y a quelquefois des choses, on a envie de tester, oh tiens, j'ai pas découvert ça, je connaissais pas cette fonctionnalité ou pas. Donc,
je vous ai dit, le sujet s'appelle développer et déployer sur le cloud. Alors je me suis dit une bonne façon de le commencer, c'est de vous montrer comment les gens chez GitHub déploient. Alors oui, je suis sur le projet GitHub. Alors quand quelqu'un de GitHub parle de GitHub, c'est l'organisation GitHub dans lequel il y a tous les repos GitHub. Et le repository GitHub, c'est le repo privé sur lequel on développe GitHub. Et GitHub, c'est fait en Ruby, avec du MySQL, avec du Kafka, avec du Redis, avec de l'Elastic. C'est énormément de technologies. Et quand on veut développer, quand on arrive dans l'équipe de développement, alors c'est pas mon cas, je ne suis pas dans l'équipe de développement, mais si on veut développer, la façon traditionnelle de développer, ça serait d'utiliser le client, un client Git ou le client GitHub. Donc je ne sais pas si vous connaissez GH. GH, c'est la ligne de commande GitHub. Ça peut valoir le coup de l'installer. En fait, s'il y a des choses en plus, vous voyez là, en une seule commande, je fais le clone. Vous allez pouvoir créer les pull requests, etc. C'est pas un wrapper au-dessus de Git. C'est vraiment une commande qui est liée à ce que vous pouvez faire avec GitHub. Et notamment la capacité aussi à créer vos propres plugins si vous voulez. Donc la façon traditionnelle de travailler quand on va travailler avec un repo Git, ça serait je prends le repo, je le mets en local. Mais là, si je veux prendre GitHub, il faut que je sache quelle version de Ruby, quelle base de données, etc., etc., etc. Donc je vais en avoir pour, moi qui connais rien à Ruby, je vais probablement en avoir pour plusieurs jours avant que je réussisse à faire marcher quelque chose. Il y a une partie qui a été faite pour faciliter le déploiement, c'est Codespaces. Est-ce que certains d'entre vous ont testé Codespaces? Alors je vous invite tous à tester Codespaces. Vous allez sur votre projet, avant de vous montrer ça, vous allez sur un projet avec votre compte perso, vous allez sur Code et vous allez avoir accès à ce bouton-là. Vous avez accès à 60 heures de compute sur Codespaces gratuitement sur GitHub aujourd'hui. Donc ça va vous démarrer un environnement de développement. Et cet environnement de développement, c'est un conteneur qui tourne sur GitHub. En fait, dans la réalité, c'est un conteneur qui tourne dans Azure et qui vous donne accès, en fait, qui va, basé sur le contenu du repository, par défaut, essayer de deviner quelle technologie vous utilisez, quel conteneur faut initialiser, quel type de conteneur faut initialiser. Et quand je zoome, si je tape... alors je vais ouvrir un nouvel onglet le temps que tout se load, parce que là, j'ai rien configuré, j'ai juste cliqué sur « Ouvre-moi un éditeur ». Vous voyez, si j'ai tapé la ligne de commande, je suis sur un Codespace Linux qui est dans Azure quelque part. Alors il y a tout le build qui a lieu derrière. Et Codespaces, en fait, c'est l'outil principal de développement pour les ingénieurs de GitHub. C'est-à-dire sur les centaines, je ne sais pas combien on est de développeurs, on va dire 1500 développeurs chez GitHub, c'est l'outil que la plupart des développeurs utilisent. Alors pourquoi je dis la plupart? C'est parce qu'en fait, on ne force pas le développeur à utiliser cette technologie-là. Il choisit ce qu'il veut utiliser. Mais quand je suis dans GitHub, vous voyez ici, j'ai cliqué sur le bouton Codespaces. Et ça m'a démarré un environnement de développement qui est basé sur VS Code dans le navigateur. Mais si vous regardez un petit peu plus, quand j'ai un conteneur, je peux l'ouvrir dans... le navigateur, c'est ce que j'ai fait, ça va être le comportement par défaut. Je peux l'ouvrir dans Visual Studio Code en local, c'est-à-dire que ça ne sert que, entre guillemets, de Windows Manager, et tout est géré par le conteneur qui est en remote, dans JetBrains ou dans Jupyter. Alors Jupyter, pour là, ça ne va pas servir à grand-chose, mais pour les gens qui font du Python, de la data science, etc., ça peut être intéressant. Et là, je vous ai juste montré quelque chose qui est intéressant, en tout cas que je trouve amusant, c'est d'une part le nombre de services que j'ai démarré dans ce conteneur. Et l'un des défis lorsqu'on va écrire du code, c'est pas d'écrire du code avec un éditeur de texte qui met des couleurs, qui fait de la complétion. C'est d'être capable aussi de tester l'application. Quand vous êtes sur votre machine, vous faites un Maven Build, Maven Run, etc. Bah là, c'est pareil, c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré dans le terminal un script qui s'appelle, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, hein, c'est bin server, et il a démarré plein de services pour me démarrer ma version locale, entre guillemets, de GitHub. C'est-à-dire que si, je ne vais pas rentrer dans des modifications trop compliquées, si je fais ici, allez, on tape n'importe quoi, j'ai mon serveur qui tourne, j'ai mon MySQL, le Redis, le Kafka, etc. qui tourne dans mes conteneurs.
Je rafraîchis. Et normalement, j'ai mis à jour mon github.com pour la communauté lilloise. Et c'est comme ça que développent les ingénieurs. Parmi ce qui est intéressant autour de ça, c'est que vous avez vu que je suis sur le web. Ça voudrait dire que j'expose pas ça, évidemment, à tout le monde. C'est-à-dire que si je prends si j'ouvre un navigateur non authentifié ou avec un utilisateur qui n'est pas autorisé à accéder à mon repository, je ne vais pas le voir. Donc c'est protégé, c'est-à-dire que le conteneur il tourne bien dans l'environnement de mon entreprise avec la sécurité de mon entreprise. Mais par contre, il y a un truc intéressant qui va être l'opposé, qui va être de dire si je décide, on est en train de travailler ensemble sur une nouvelle fonctionnalité, j'ai un collègue ou je suis avec un client à qui je dois montrer quelque chose, je peux configurer mon conteneur au moment de l'exécution pour lui dire les ports, voilà tous les ports qui sont utilisés, vous voyez il y a plein de ports élastiques, etc. J'ai mon port web et je peux aller choisir et changer la visibilité. Je vais pouvoir dire cette application, ce conteneur qui tourne dans le cloud GitHub, je vais pouvoir aller lui dire je change la visibilité pour qu'il se passe de privé à privé s'il n'y a que moi qui puisse le voir ou qui peut le voir, ou à l'organisation, c'est-à-dire que tous mes collègues qui travaillent avec moi sur le projet, ou public. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est ce côté un petit peu, je peux donner à disposition d'un utilisateur tout de suite, je suis en train de tester, je suis pas certain de ce que je suis en train de faire, on donne accès. Comme si vous donniez à votre machine un accès sans avoir même commencé à déployer quoi que ce soit. C'est une grosse partie de l'investissement qu'on fait aujourd'hui dans la partie expérience développeur, puisqu'en fait, le rôle de GitHub, c'est de rendre de rendre les développeurs heureux. Alors, il y a plein de raisons pour ça, c'est moi pour que j'ai un grand sourire quand je viens vous voir, mais c'est aussi faire en sorte que si vous donnez les bons outils aux développeurs, ils vont être plus productifs, ils vont rester dans la boîte, etc. etc. Et je ne sais pas d'ailleurs si ici, je ne sais pas si j'ai installé Copilot sur cette instance. Non, je ne l'ai pas. Donc, développement directement dans le navigateur. Comment c'est configuré ? C'est-à-dire que par défaut, quand j'ai cliqué sur le repo du T-Jug, il a juste deviné la techno. Il m'a lancé un environnement de développement. Et ah bah zut, je l'ai fermé. C'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, et ça c'est intéressant quand on travaille dans une équipe qui est censée donner les projets, mettre les projets à disposition d'autres développeurs, parce que vous avez des prestataires qui vont venir, parce que vous avez un expert qui vient, qui papillonne de projet en projet, parce qu'il a besoin d'environnements différents, de donner un coup de main sur quelque chose de particulier, ben on peut simplement configurer le repository, dire dans le repository, voilà la technologie que va utiliser mon projet, voilà ce qu'on appelle le dev container. Donc je vais dans le source code, ici vous voyez ici, j'ai un répertoire qui s'appelle .dev container. Et ce .dev container contient plusieurs choses. Alors celui de GitHub, il contient énormément de choses, mais il contient notamment, je cherche le devcontainer.json, un fichier qui décrit le comportement de l'IDE. Et notamment, vous voyez ici tous les ports que j'ai ouverts ici, que j'ai forwardés. Je vais aller sur un projet plus simple, maintenant, qui utilise la même technologie. Mais là, on peut voir qu'on peut faire vraiment un projet complet. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas uniquement le code et la description des dépendances, c'est-à-dire vous n'avez pas uniquement le source code et le pom.xml, mais vous avez la bonne version de Java, la bonne version de la base de données, vous pouvez avec Docker Compose faire plusieurs choses. Et on travaille sur améliorer tout le temps cette partie-là pour, dans le contexte d'une entreprise, par exemple, travailler sur des VPN pour être certain de se connecter aux ressources qui sont internes, faire en sorte, si on peut imaginer rapidement, de dire je ne peux travailler sur ce repo que dans Codespaces. J'interdis de cloner un repository en dehors de ça. Alors ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Donc, je ferme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Codespaces. La partie, vous avez vu, ce qui est intéressante, c'est le côté, quand je travaille sur un projet, et que je vais sur mon code, j'ai la possibilité de travailler avec plusieurs environnements de développement. Je vais juste démarrer ici dans JetBrains. Comme là, c'est mon petit projet Java. Ça va lancer, ça va se connecter. JetBrains se connecte à mon conteneur à distance et va me permettre en fait de développer localement, en tout cas avoir l'impression de travailler localement, alors que tout ce qui se passe, tout le travail est fait en remote.
Évidemment, ce matin, quand j'étais dans le train, je n'ai pas travaillé comme ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une connexion qui est stable, ça ne fonctionne pas. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez accès à ça à titre perso. N'hésitez pas sur votre repo GitHub. Quand j'ai fini de développer, quand je fais... Alors là, je vais sauter du coq à l'âne. C'est-à-dire que je vais sauter, c'est comment je démarre à contribuer sur un projet, à qu'est-ce qui se passe quand je fais de l'intégration continue. Parce que ce que je veux faire, c'est vous donner quelques gros points d'entrée. Comme ça, après, vous pouvez poser des questions précises. Donc, sur ce projet, j'ai... par rapport à mon profil en tant que développeur, jusqu'avant que je rejoigne GitHub, je faisais jamais de DevOps. J'étais consommateur des solutions. C'est-à-dire que quelqu'un avait, il y a très très longtemps, j'avais essayé de faire du Jenkins, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai arrêté, j'ai dit j'y touche plus, j'attendrai que quelqu'un le fasse pour moi. En rentrant chez GitHub, ben, ça faisait partie de mon travail, de travailler sur les actions. Et en fait, les actions, le nom action peut être assez... confusing, je sais pas, perturbant, parce qu'en fait quand quelqu'un de GitHub parle d'action, il parle à la fois de l'action qui est le plugin que vous allez utiliser pour faire quelque chose, et le pipeline, on dit aussi les GitHub Actions. En fait, on appelle ça un workflow, et un workflow possède et appelle plusieurs actions. Donc quand vous m'entendez parler, selon le contexte, ça peut être des fois le workflow dans son ensemble, donc le pipeline qui fait quelque chose, ou le composant individuel. Donc vous voyez, là j'ai bien mon projet qui s'est ouvert ici, je vais le garder de côté et je vais rester ici. Ce projet-là, en fait, dans mon projet calculator service, j'ai fait un certain nombre de pull requests. Quand on travaille sur une pull request, vous avez une partie qui est importante. Et en fait, quand on parle de collaboration sur le code, c'est pas on écrit ensemble du code. Alors, on peut écrire ensemble du code, on peut faire du pair programming. La grosse valeur de la collaboration sur le code, c'est ici. Vous devez faire de la code review, vous devez automatiser les tâches. C'est pas pour rien que les produits... Qui a fait des pull requests ou a essayé, même si ce n'est pas accepté, sur des projets open source? C'est généralement beaucoup plus dur de se faire accepter que dans votre entreprise. Et c'est pour des raisons de qualité, ça. C'est qu'en fait, on veut être certain que le code qui arrive dans le projet, et vous avez respecté, et c'est non discutable, le check style, les tests, le revu, etc., etc. Il y a plein d'endroits dans les boîtes où le check style, on s'en fout, on envoie ça et on verra ça plus tard. La qualité, oh, bah, t'as pas écrit de test, ça passe, on te laisse passer. C'est une erreur de faire ça parce que vous allez payer le prix le plus tard, c'est sûr. Donc l'idée de tout ça, en fait, autour de la collaboration et de la pull request, et il y a énormément d'investissement qui est fait dans le développement régulièrement autour de la pull request chez GitHub, c'est donner la meilleure expérience ici. Donc ça va être lever les alertes relativement tôt, intégrer des plugins, donc là j'ai fait du code, la couverture de code, et toute la partie intégration continue qui va bloquer ou pas en fonction des règles que vous avez choisies. C'est-à-dire que ici, ma pull request, elle est en rouge, c'est-à-dire je ne vais pas par défaut pouvoir la merger sur la branche principale, mais par contre, par rapport à la façon dont j'ai organisé mes workflows, j'accepte que cette pull request, que ce code soit déployé dans un environnement de staging. Vous choisissez. Et en fait, l'idée, c'est de faire des environnements de preview. Alors là, j'utilise Kubernetes. À chaque fois que j'ai une branche, ça va créer un namespace dans Kubernetes, dans 2 Kubernetes, un sur Google, un sur Azure. Et je vais pouvoir mettre à disposition des développeurs. Et j'ai automatisé tout ça avec des actions qui sont visibles ici. Donc si je vais les voir à un autre endroit, je vais aller dans Action ici. Je vais prendre une action qui est celle qui déploie en production. Vous allez avoir toutes les étapes qui sont ici. J'ai démarré, je fais ma CI avec les tests. Je fais les tests qui sont là. Je crée un conteneur, je le pousse. Moi, je travaille chez GitHub, donc j'utilise du GitHub du sol au plafond. C'est-à-dire que mon image, elle est poussée dans GitHub, dans ce qu'on appelle GitHub Packages. Je sais pas, qui utilise déjà GitHub Packages? Il y a un peu moins de personnes à utiliser GitHub Packages. Pourquoi? Parce que souvent dans une entreprise, notamment pour les artefacts comme les conteneurs et vos jars, ben vous avez un Artifactory, vous avez un Nexus, etc. que vous utilisez. Là, je fais exactement la même chose, sauf que moi, je l'ai utilisé GitHub. Et si je vais sur GitHub Packages ici, vous allez voir que là,
eh bien j'ai des images qui sont publiées. Et là, c'est un conteneur, un conteneur classique dans lequel je vais pouvoir consommer. Et en fait, c'est ma CI qui a fait ça, qui a construit l'image et poussé. Et elle est à disposition. Et après, c'est déployé dans les différents Kubernetes. On voit les différentes étapes ici. J'essaye de zoomer pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut faire des choses en parallèle, on peut faire des choses séquentielles, on peut s'attendre, etc. Il y a énormément de possibilités en termes de façon de travailler sur les workflows. Ce qui est intéressant autour des workflows sur GitHub, c'est que si je regarde à quoi ça ressemble, bah, c'est du YAML. Relativement, jusqu'ici, il n'y a pas de surprise. J'ai zoomé comme je ne voulais pas zoomer. C'est du YAML. Et la façon dont vous allez toujours avoir, pour ceux qui ne connaissent pas les GitHub Actions et les workflows, c'est comme dans la plupart des outils de CI, c'est quels sont les événements qui vont déclencher cette chose-là. L'idée, c'est de le faire automatiquement. Définir certaines règles. Et un point qui est important, c'est aussi définir les permissions du workflow par rapport à ce que vous allez faire dans l'environnement dans lequel il va tourner. Vous voyez ici, la première partie qui est en haut, je dis, dès que je fais un push, dès que je pousse du code sur la branche principale ou sur la pull request, je vais exécuter ce workflow. Et ensuite, je configure les permissions du workflow. Parce que à chaque fois qu'il y a un workflow qui démarre, c'est une application qui se connecte à GitHub pour récupérer le source code, pour faire des choses, pour écrire dans la pull request, pour mettre à jour une issue, etc. Donc en fait, j'ai défini que comme j'ai besoin des packages, je veux pouvoir écrire un package. Comme j'ai besoin de faire de l'OpenID Connect pour me connecter vers les cloud providers, je veux pouvoir générer un ID. Les checks pour pouvoir les check sur les contrôles de la pull request. Et le contenu, c'est lecture de ce qui vient de Git. Là, si j'essaye de faire un push à partir de modifier quelque chose dans mon source, dans le workflow et de pousser, ça ne marchera pas. Je n'ai pas le droit de le faire parce que j'ai mis un read ici. Et c'est utilisé ensuite par quelque chose que vous avez déjà vu si vous faites de l'action, c'est le GitHub Token. C'est l'outil qui est temporaire, qui est instancié au moment du workflow. Donc la façon dont c'est organisé, c'est chaque petite boîte que vous avez vue sur le diagramme, c'est ce qu'on appelle un job. Ça tourne dans son environnement, dans un runner. Un runner, par défaut, quand on est sur le cloud GitHub, vous voyez, c'est marqué Ubuntu Latest. Ubuntu Latest, en fait, c'est une VM qui est disponible dans le cloud de GitHub qui s'appuie sur Azure. En fait, c'est une VM Azure qui tourne quelque part. Elles sont prédémarrées. Donc, quand un job le prend, elle va prendre ce job-là, exécuter et tue la VM. Entre-temps, il y en a une autre qui tourne. Vous pouvez faire en cloud comme ça du Linux, du Windows et du macOS. Mais vous pouvez également faire tourner vos propres runners dans vos environnements. Alors quand je dis vos environnements, ça peut être tourné sur des VM sur votre cloud favori, dans des conteneurs sur un Kubernetes, etc. Ça va être géré, sauf que là, vous allez taguer autre chose. Et chaque job, à l'intérieur des jobs, vous allez avoir un certain nombre d'étapes. Et là, je vais aller sur cette étape-là. Et ce qu'on appelle réellement une action, c'est ça. Une action, c'est du code qui va s'exécuter. Et en fait, dans la réalité, il y a deux types d'actions. Des actions qui sont écrites en JavaScript et des actions qui sont des conteneurs. L'action en JavaScript, en fait, elle va aller chercher le code qu'il y a dans action/checkout, le ramener dans l'environnement dans lequel vous tournez et l'exécuter. Et alors, l'idée étant de minimiser le plus possible le bash et les scripts. Ce qui rend, par exemple, très dur la migration de quitter Jenkins pour les gens qui veulent quitter Jenkins, c'est que vous avez des milliers de lignes de Groovy. Et ça c'est très compliqué à migrer. Migrer ça, j'espère que vous ne migrerez pas de GitHub Action, mais si vous migrez des actions, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, on peut reconnaître rapidement ce que ça fait. On sait que le Action Checkout, il fait le checkout du code. On sait que l'Action Setup Java fait du Java. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire c'est comme ça que nous, on a des outils de migration chez GitHub qui vous permettent de partir d'une CI particulier, de Jenkins, de CircleCI, je ne suis pas sûr, de GitLab CI, d'Azure DevOps, etc., vers GitHub. Alors ça ne garantit pas
à une migration automatique, hein, c'est pour aider, mais moins il y a de scripts, mieux c'est. Et vous voyez ce qui est intéressant là, dans cette façon de faire, c'est que là j'ai décrit par quelques lignes quelle version de Java je veux, quelle distribution, indépendamment de l'OS sur lequel je suis. Et vous faites tourner ça sur votre machine, ça marchera également. Et on a les mêmes outils pour Node, etc. Je fais du Maven, je construis. Après, il faut faire attention à ne pas aller dans je vais faire une action pour tout. Faire une action pour faire un Maven build, ça sert strictement à rien, c'est une ligne de commande. Faire une action pour Terraform quand vous faites du Terraform Apply, etc., ça sert à rien. Il y en a eu une d'ailleurs qui avait été faite par l'équipe de HashiCorp qui a été supprimée en fait, dépréciée. Il conseille d'utiliser la ligne de commande en direct. Et donc ce qui se passe dans les différentes étapes, hein, je construis, et quand j'ai besoin de partager des objets entre les runners, puisque je vous ai dit que chacun était dans sa VM, et vous pouvez commencer le build sur faire un build sur Ubuntu, récupérer et vouloir tester des choses sur Windows, Mac et Linux. Donc il faut pouvoir partager des choses entre les différents jobs. Il y a plusieurs façons, on peut passer des paramètres, mais là le jar que j'ai construit, en fait je fais un save artifact, upload artifact, ça va uploader dans le contexte de GitHub le jar à cet endroit-là que je vais pouvoir consommer dans un autre runner qui va construire mon image Docker. Et vous voyez, la première chose que je vais faire, c'est, après avoir récupéré le code, c'est download artifact. Et je vais continuer mon process, etc. Et au fur et à mesure des étapes, donc quand vous travaillez avec le GitHub Packages, l'URL du registry des conteneurs, c'est ghcr.io et pas gcr.io. Parce que sinon, c'est Google Container Registry. Et on est très nombreux à se faire avoir, c'est-à-dire qu'on tape, et notamment quand vous utilisez Copilot ou des choses comme ça, il y a plus de projets open source qui utilisent GCR que GHR aujourd'hui. Donc comme il s'appuie sur ce qui est le plus courant, au début il va avoir tendance à vous donner la mauvaise valeur. Vous n'allez pas comprendre, je ne comprends pas, ça j'arrive pas à publier, j'ai une erreur. C'est juste que vous n'allez pas vers le bon endroit. Et ce qui est intéressant ici, hein, c'est que dans ce contexte-là, comme je suis de GitHub à GitHub, j'ai pas besoin de mettre d'authentification. J'ai décrit au début que j'allais écrire dans Package, j'ai pas besoin d'avoir un token, j'ai pas besoin de m'identifier. Il est déjà identifié, authentifié vers GitHub. Et là, il y a une partie qui est intéressante, c'est cette ligne-là, où je vais prendre celle avec AKS. C'est non seulement vous avez des actions qui sont des composants réutilisables qui sont du code, un petit composant réutilisable, mais souvent on a besoin de faire plein de fois la même chose. Quand vous faites de la CI, quand vous déployez, etc. En fait, on a le concept de reusable workflow. Donc, quand vous commencez à faire du GitHub avec les actions, vous allez faire un petit truc très simple. Assez rapidement, pensez à la réutilisabilité, pensez à partager. Et notamment dans les entreprises, si vous faites du GitHub et vous faites des actions, on parle souvent de la collaboration entre les développeurs, de l'inner source, on veut avoir des développeurs qui partagent du contenu, qui viennent contribuer. Alors, vous allez peut-être me contredire, mais l'image que j'ai quand on est dans une boîte, hein, comme ça, on est quand même assez siloté, non pas nécessairement parce qu'on le veut, mais parce que quand je travaille sur la partie facturation, quand je partage sur la produit catalogue et quand je partage sur la partie gestion de client, on n'a pas beaucoup de choses à partager en termes de business, en termes de code. On va réutiliser des services, mais on ne va pas nécessairement beaucoup partager, donc on ne va pas immédiatement aller ah ouais, mais si j'ai besoin de quelque chose, faire une contribution au projet, à un autre projet. Par contre, si vous faites des reusable workflows, c'est-à-dire que si vous prenez du code, de la CI, des choses, là c'est un très bon endroit pour commencer à avoir de la contribution entre les développeurs. Parce que quelqu'un va proposer, ah bah oui, mais je voudrais cacher la façon dont on fait les artefacts Maven un petit peu différent, je voudrais rajouter ce contrôle à la fin, et on fait une pull request sur ce repo, et on travaille de cette façon-là. Donc c'est ce qui est fait, c'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que j'ai créé un projet réutilisable, un workflow réutilisable que je ne vais pas réussir à trouver tout de suite, donc je vais aller, hop, ça doit être celui-là. Et la façon dont ça ressemble, vous voyez, j'ai trois projets réutilisables pour l'instant. Le code scanning pour la sécurité,
le déploiement vers AKS, le déploiement vers GKE. Alors pourquoi j'ai pris Azure? C'est pas parce que GitHub marche mieux sur Azure, on s'en fout de l'endroit où vous allez envoyer l'information. C'est plus que ce que j'utilise ici, que je n'ai pas pris le temps de faire sur la partie Google, c'est j'utilise OIDC, OpenID Connect, pour m'authentifier au cluster ou m'authentifier à mon cloud provider. C'est-à-dire que là, j'envoie effectivement des informations comme l'ID d'authentification, le client, le tenant et la souscription. Mais par contre, côté Azure ou côté Google, côté AWS ou côté HashiCorp, si vous faites la même chose sur votre Vault, etc., la gestion des permissions et la gestion de l'authentification de cette partie-là, les droits, est fait à ça dans un contexte particulier. C'est-à-dire que si je regarde dans mon application côté cloud, seule l'application X qui vient de cette organisation sur une branche de production ou une branche de développement peut appeler à cet endroit-là. Donc vous allez avoir un contrôle très fin avec OpenID Connect. OIDC, en fait, vous voyez le OIDC. Donc ça, c'est pour ça que je vous montrais cette partie-là. Donc après, je fais juste des commandes sur... je fais du kubectl. Alors je me suis posé la question, est-ce que pour ça, je trouve une action, j'écris une action. Au bout du compte, j'ai écrit du shell. Mais d'un autre côté, c'est si vous migrez ailleurs, vous allez lancer les mêmes commandes. Parce que c'est du kubectl. C'est ce qui est utilisé dans beaucoup d'endroits, les reusable workflows. Et si on regarde sur des projets open source, un bon moyen de regarder l'endroit où c'est fait, c'est dans les actions elles-mêmes. GitHub/Actions, c'est l'ensemble des actions qui sont développées par GitHub. Et vous allez en avoir plein. Et si je vais regarder le setup.net, si je vais dans GitHub, et si je vais ici, Workflows, j'ai CodeQL, donc j'ai l'analyse de code, et vous voyez, ça fait référence à un workflow réutilisable qui a été mis en place par l'équipe d'action. Ce qui fait que s'ils changent les règles, s'ils veulent plus de détails, s'ils veulent rajouter autre chose, un linter ou autre dans cette partie-là, ils ont juste à rajouter dans ce fichier-là, et tous les projets vont immédiatement tirer parti de ça. Quand on parle des actions, là, quand je vous parle de ça, ça va jusqu'ici. Donc, une partie qui va être importante et qui fait la richesse des actions, c'est qu'en fait, le système qui a été choisi, et en fait, c'est toute une histoire, hein, les outils de développement, on s'appuie sur l'historique qui a existé, c'est-à-dire que c'est facile de faire quelque chose plus facile que Jenkins 10 ans après Jenkins. Ils ont essuyé les plates sur beaucoup de choses en termes d'expérience de développeur, etc. Pareil sur les plugins, pareil sur la marketplace, le modèle. Donc en fait, quand GitHub a travaillé sur les actions, ils ont évidemment, ça fait 2-3 ans je crois que ça existe, ça a été fait avec l'expérience des autres et aussi en collaboration avec les gens qui travaillent sur Azure DevOps. Azure DevOps, c'est un outil de gestion de projet, de sources, etc. et Azure Pipeline. Et la technologie qui est utilisée dans GitHub Actions, c'est basée sur l'équipe et a été fait en collaboration avec les gens de Microsoft dessus. Et c'est pour ça que si vous regardez les runners, les VM qui sont exécutés, pour ceux qui font du Azure DevOps, vous allez voir, si vous regardez, c'est les mêmes VM, en tout cas c'est la même architecture que les VM que vous utilisez sur les Azure Pipeline. Et si on regarde les actions, si je clique sur Actions ici, vous avez 16 827 actions. Donc le premier réflexe qu'il faut avoir quand vous travaillez avec GitHub pour faire de la CI, pour faire de l'automatisation, c'est toujours d'aller sur la marketplace et de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe qui peut m'aider? Je veux gérer des secrets. Alors je vous ai montré qu'il y avait des secrets, là, secrets.quelque chose, ceux-là sont gérés dans GitHub. Mais si vous travaillez dans votre projet, il y a de grandes chances que les secrets, vous allez les externaliser. Parce que si vous les mettez que dans GitHub, et que vous mettez la connexion à la base de données dans un secret GitHub, ça ne sert pas à grand chose quand c'est en production. Il y a peu de chances que votre application vienne chercher un secret dans GitHub. Vous allez avoir un Vault, un HashiCorp, etc. Et donc, si je veux m'intégrer par exemple avec un Vault, je fais une recherche, je vais avoir différentes options. Et là, je vais aller voir sur l'action qui est faite par HashiCorp dans ce cas-là, que je vais pouvoir rajouter dans mon projet. Et à chaque fois, ça va être un petit peu de YAML que je vais rajouter au projet. Ce qui est important, c'est de bien garder en tête que la façon dont fonctionnent les actions, c'est ça va chercher dans le repo. Donc, ne prenez pas main.
La base de la sécurité sur les chaînes d'intégration, etc., c'est que vous ne voulez pas que quelqu'un vienne bidouiller votre code. Vous prenez un tag, vous prenez un hash de commit. Alors il y a des règles qu'on peut mettre dans l'entreprise pour dire j'accepte ou pas cette action. Mais c'est bien de se dire que quand je vais avoir, parce que ça va aller télécharger cette partie-là, bah, je vais utiliser une version particulière, un tag ou autre. Et si vous regardez, bah, il y a toujours un tag qui va arriver donc, pour utiliser une version particulière. Voilà pour les actions. Voilà. Justement, je voulais parler des secrets en même temps. C'est-à-dire que on a vu comment on peut développer rapidement l'automatisation, le déploiement, etc. avec les actions et les workflows. Juste pour l'exemple, vous voyez ici, dans l'exemple que j'ai donné, je suis sur la branche principale. Sur la branche principale, j'ai choisi deux choses. Je déploie en parallèle, en fait, sur 4 environnements Kubernetes. Un environnement de staging, qui est automatique. C'est le choix que c'est mon choix, d'accord? C'est ce que j'ai implémenté. Quand je branche sur main, je vais déployer sans aucune validation, après la CI, dans les namespaces de staging. Par contre, dans le namespace production, j'ai demandé un arrêt et une revue manuelle. Et ça, vous configurez ça dans les politiques de sécurité sur les branches. C'est-à-dire que si je vais ici, j'ai mon application qui tourne, et elle tourne dans le cube, dans la partie staging. C'est-à-dire que si je vais ici, hop, si je regarde les namespaces, j'ai ma branche de dev ou une branche de dev, j'ai la partie staging où ça sort tout seul, et j'ai la partie production où je contrôle à partir du workflow. C'est le choix que j'ai mis ici de dire pour pouvoir déployer en production, il faut que ce soit validé par quelqu'un de l'équipe DevOps. Donc je vais faire look good to me, j'approuve, et là ça va continuer sur le développement en parallèle sur les deux environnements. Vous voyez, hop, c'est parti. Ça va partir. Donc c'est parti d'abord ici. Donc j'ai un contrôle manuel. La façon dont j'ai fait ça, c'est que j'ai mis des règles sur les branches avec une branche protégée. Là, j'en ai qu'une. En disant, voilà, pour pouvoir écrire dans cette branche, il se passe cette partie-là. Et j'ai mis aussi ce qu'on appelle des environnements. Et sur les environnements, j'ai créé que sur vous voyez, sur staging, j'ai dev, staging, production. Sur la partie production, j'ai dit qu'il faut nécessairement un reviewer sur cette partie-là. Et ça, c'est pas le reviewer dans la pull request, c'est bien le reviewer dans l'environnement de déploiement à partir de la CI. Ou du CD dans ce cas-là. Alors, je vais partir un peu sur la sécurité. On a parlé des secrets. Est-ce que l'un d'entre vous a essayé de mettre une clé Amazon, une clé Google dans son repo public? Qui l'a déjà fait? Est-ce que c'est grave? Alors oui et non. C'est-à-dire, faut pas le faire. Bon, point numéro 1, faut pas le faire. Si vous le faites sur GitHub, c'est pas grave. Alors c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est parce que GitHub, si c'est dans un repo public, va invalider la clé. Le problème, c'est que si c'est votre environnement de prod, il est éteint. Il n'est pas éteint, mais toutes les API qui l'utilisent, c'est mort. Donc déjà, il y a un point qui est important sur les repos publics dans GitHub. Et je peux faire un test ici. Je vais prendre une clé, c'est pour ça que j'avais ce petit truc là. Adafruit, peu importe. C'est juste, je prends une clé ici. On va regarder la fin de la clé, c'est 3P. D'accord? C'est quelque chose 3P. Vous voyez la clé. Je vais aller dans un repo public. Hop. J'ai éteint ça. Je vais aller dans un repo public sur mon organisation. Ici, j'ai un repo public. Je vais écrire un readme et je fais ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien ma clé dans mon repo. Mais normalement, ce qui s'est passé, ça a invalidé ma clé automatiquement. C'est-à-dire que si je reviens ici, vous voyez, c'est plus la même clé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que parmi les clés qui sont reconnues par GitHub avec ses partenaires, on reconnaît la clé, on envoie un message au provider en disant cette clé, elle est publique, faites quelque chose. C'est pas GitHub qui va invalider la clé, mais ça va être Adafruit qui a reçu sa clé, qui considère qu'elle est invalide et va l'invalider.
Si vous faites ça, par exemple, moi le jour j'ai testé avec Twilio. Quand vous le faites avec Twilio, vous recevez un message de Twilio qui dit on a trouvé une clé publique dans un repo, etc. Donc ça, c'est dans la partie publique et c'est disponible gratuitement. Donc si vous faites cette bêtise de mettre une clé, c'est pas trop grave. Bon, très mauvaise habitude, mais bon, bah, faut pas que ça devienne une habitude. Par contre, quand on est dans une entreprise, alors là je vais parler de quelque chose de commercial, mais ce qui est important c'est comprendre le principe et comment ça peut fonctionner. C'est que quand on est dans une entreprise, une grosse partie de la sécurité, c'est d'essayer maintenant, et c'est une grosse partie de l'investissement de GitHub. On va avoir plusieurs aires, plusieurs endroits où l'équipe de R&D bosse. Je vous ai parlé de l'expérience développeur, et la sécurité et sécuriser le code est très important. Qui utilise des Pandabot? Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors ça c'est pareil, c'est disponible gratuitement en repo privé et public pour analyser les dépendances. Là, dans l'entreprise, on peut également scanner les secrets et le comportement va être un peu différent déjà. Parce qu'on ne veut pas que si le développeur, le stagiaire qui arrive, il n'a pas fait gaffe, il a mis sa clé, il pousse, ça arrête la prod. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous avez la version alors, payante, patati patata, on va oublier, on va parler du contexte métier. C'est que quand on a ce qu'on appelle GitHub Advanced Security, on peut mettre en place quelque chose en quelques clics, et ça c'est super important. Et quand vous parlez avec vos équipes sécu, c'est que les équipes sécu pensent aux devs. Elles ne pensent pas uniquement à leur dashboard où c'est rouge et qu'ils veulent que ça passe au vert. C'est remédier au problème, faire le problème, résoudre le problème de sécurité le plus tôt possible. Et vous voyez ici, j'ai la partie secret scanning qui est là, je l'ai ajouté, par défaut je l'ai mis sur tous mes repos, et j'ai mis la push protection. Si je vais sur un repo privé, maintenant je vais faire exactement la même chose. Je vais aller dans mon repo privé, je vais reprendre ma clé Adafruit, j'en régénère une nouvelle, je prends celle-là, et je vous fais la même chose sur un repo qui est dans Octodemo, dans Tegral Octodemo, mais qui est privé cette fois. Je vais sur Calculator Service. Je vous fais la même chose. Hop. Je pourrais le faire à partir d'ici, mais je vais aller dans le README. Hop. Je rajoute ça après. Alors pourquoi je le rajoute là et pas dans du code? C'est parce qu'en fait, de toute façon, pour les secret scanning, tous les push, tout ce qui est analysé, les chaînes de caractères sont analysées. On ne cherche pas à savoir est-ce que c'est du Java, du README, du machin. On fait le travail. Et quand je crée ça dans une nouvelle branche, vous voyez, j'ai la push protection. Et en fait, c'est pas un hook que vous avez installé, c'est que c'est github.com ou GitHub Server, si vous avez le GitHub chez vous, qui bloque. Pour être certain, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on met des clés comme ça, c'est pas, sauf si on est débutant et qu'on n'a pas été éduqué sur la sécurité, c'est je fais un test, je fais du copier-coller, je travaille sur ma machine, et on oublie à un moment donné de virer la clé du code et de la mettre dans le vault ou de faire référence au vault. C'est plus ça l'erreur qui se passe d'habitude. Donc là, ça me permet de dire, faut que je l'enlève. Donc là, ce qui est bien, c'est que je peux corriger le truc, parce que il y a un point important, hein, c'est qu'une fois que c'est poussé, ça sert à rien d'aller bidouiller l'historique. Parce que c'est un système distribué, donc on ne sait pas qui l'a cloné. Et à partir du moment où si quelqu'un l'a cloné, la clé elle existe quelque part. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment des gros hackers, dans votre entreprise, ça va pas être des gros hackers, ça va plutôt être un employé malveillant qui va faire du mal. Il va dire j'ai la clé de la prod, pas nécessairement le malveillant d'ailleurs, qui va vouloir faire un test. Donc l'idée ici c'est bien de protéger, c'est d'éviter d'avoir le push côté serveur. Donc là vous pouvez annuler le dernier commit localement et c'est bon. Mais si vraiment je sais ce que je fais, je vais dire c'est utilisé dans un test. Et là, je vais l'envoyer côté serveur, dans ma branche, normalement, parce que je ne veux pas non plus faire n'importe quoi, ok. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que là, quand on parle de sécurité dans une entreprise, il y a deux parties. C'est faire en sorte que le développeur il soit au courant qu'il a des failles de sécurité ou des choses à faire, mais également être capable d'alerter la sécurité de toutes les vulnérabilités. Si on parle développeur, nous on est dans notre code, on n'a pas envie d'avoir 15 jours après le coup de bâton du mec de la sécu qui a dit t'as mis une clé. Alors 15 jours après, parce que si ça se trouve, j'ai bossé sur d'autres trucs, il faut que je revienne, etc. Mais d'un autre côté, il faut être capable de dire au gars de la sécurité ou que le gars de la sécurité soit alerté. Donc ce qui se passe, c'est au sein de GitHub, on a des dashboards de sécurité au niveau repo, organisation, entreprise. Donc par exemple, ici, je vais voir les secrets.
Ça, c'est celui que j'ai ouvert et qui n'a pas été traité. Celui que je viens de pousser, il a été fermé. Et il a été fermé en disant il est utilisé dans les tests. Et ça, si vous connectez GitHub avec les outils de la sécurité, c'est-à-dire que si vous faites du Splunk, du Datadog, du Sentinel, etc., qui sont utilisés peut-être par l'équipe Sécu, ça va être chez eux, ils vont voir et ils vont pouvoir dire ah bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Alors, faut regarder, faut voir. Alors, faut voir cas par cas. S'intégrer. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est très simple d'avoir des alertes qui viennent dans GitHub. Par contre, il faut que les alertes qui viennent dans GitHub, ce soient des alertes pour les développeurs. Parce que le développeur, si vous lui dites, c'est pour ça que on prendra ça après autour d'une bière, c'est si c'est la librairie OpenSSL que vous avez dans le cœur de votre conteneur machin, moi en tant que développeur, je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est un des gros problèmes que vous avez probablement avec vos conteneurs, c'est quand vous avez des vulnérabilités dans les conteneurs, ça vous sort 500 vulnérabilités, bah vous lisez les 400 premières, non, vous lisez les 20 premières, vous dites je comprends rien, je vais attendre qu'on me tape sur la tête. La plupart du temps c'est ça. Parce qu'en fait dans ces 500, il y en a une grosse partie qui viennent des images, qui viennent de l'OS et qui ne viennent pas des librairies, qui ne viennent pas de votre code. En parlant du code, donc on l'a vu pour les secrets, c'est sympa, c'est simple à gérer, sur les repos gratuits, c'est public. Sur les repos publics, c'est gratuit. Sur les repos payants, privés, c'est payant. Parce qu'il faut bien que je mange. C'est la raison principale, c'est que je puisse manger. Quand on parle de sécurité, donc on a parlé des secrets. Et ça, en fait, les secrets, c'est super important parce qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour l'exploiter. C'est vraiment, si je trouve une clé AWS, une clé Google, une clé Azure, c'est très simple à exploiter. Là, je vais parler d'autre chose qui est le code lui-même. Est-ce que vous avez entendu parler de SAST? Ça vous dit quelque chose? Le SAST dans la sécurité. Alors je vous parle de ça comme si je m'y connaissais. J'y connais rien, d'accord? C'est-à-dire que moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé chez GitHub, on m'a dit la sécurité c'est important. En fait, c'est pas totalement vrai, parce que quand je travaillais au développement chez Oracle, on avait des outils comme ça pour contrôler ce qu'on faisait. Mais en fait, le SAST, je vais aller... En fait, le concept de SAST, c'est l'analyse statique du code pour faire des tests de sécurité. En fait, c'est regarder dans le code, qu'est-ce qui se passe, comment il est structuré, et essayer de trouver des vulnérabilités potentielles. Ça peut être du sonar orienté sécurité. Il y a plein d'outils. On va oublier de parler je reviendrai sur les outils dans une seconde. Le bon exemple, c'est l'injection SQL. Alors pourquoi on parle de l'injection SQL? Tout le monde me dit ouais mais c'est simple, etc. Oui mais sauf qu'on la comprend tous. Le fait que si on écrit une requête SQL pourrie dans laquelle on fait de la concaténation de chaînes de caractères, il n'y a pas besoin d'être un expert de sécurité pour dire effectivement c'est pas propre. Et en plus c'est pas trop compliqué à découvrir. Bah, l'idée c'est ça, c'est de se dire au moment où je fais mon intégration continue, je regarde mon code, j'analyse par rapport à des règles connues que j'ai définies ou qui viennent d'outils. Ça lève une alerte. Je suis dans ma branche. Je fixe. Plutôt que j'attends 15 jours. Il y a l'outil, le rapport. La Sécu me donne un rapport avec 500 lignes. Je ne sais pas sur laquelle bosser. Je répète. Et on bossera le jour où on aura la bridge qui sera partie. Et en fait, mettre ça en place sur GitHub, c'est très simple. Je vais le faire sur les repos publics. Comme c'est gratuit, vous pouvez le faire sur vos repos. Si vous êtes client GitHub, vous pouvez aussi le faire. Il faut tester en fonction de vos besoins, est-ce que ça correspond. Et dans les outils, pour répondre pour réagir sur ton commentaire, est-ce que là, il y a une liste d'outils? Des outils d'analyse de code, il y en a plein. Plein. C'est-à-dire que Sonar, tout le monde connaît Sonar, donc qui utilise Sonar pour la qualité? Bah, vous l'utilisez pour la qualité, il y a aussi des options pour la sécurité. Il y a des gros outils historiques, comme Fortify et Checkmarks. Ça vous dit quelque chose? C'est très utilisé dans les gros SI, en fait, c'est ce que généralement l'outil de sécu utilise. C'est là où on vous dit d'aller voir un dashboard, justement, où vous ne comprenez rien. C'est souvent ces outils-là. Il va avoir d'autres outils, comme Snyk, par exemple, qu'on entend. Les développeurs, souvent, on est un peu plus sensible à cette partie-là. Et en fait, l'idée, c'est de mettre ces outils-là le plus proche possible du développeur. Ne pas attendre
que ce soit dans la phase de pré-production ou de staging, que ce soit bien au moment où vous faites votre CI. Ici, j'ai un projet, c'est un de mes projets perso, là, qui est public. C'est un projet public. Ici, j'ai mis en place ce système-là. Comment j'ai mis en place ce système-là? Je suis allé sur l'onglet sécurité, vous êtes propriétaire de repo, vous allez en place sur le projet repo, vous allez dans code scanning, ajouter un outil de scan. Et là, il va vous proposer d'intégrer les outils de scan que vous pouvez en un clic intégrer. Évidemment, l'outil que vous allez mettre en place peut être quelque chose de bonne qualité, de mauvaise qualité, gratuit, payant, etc. C'est-à-dire que par exemple, si on prend, je parlais de Fortify, si on prend celui-là, c'est un outil payant. L'action, elle est gratuite, l'intégration à GitHub est gratuite, mais si vous n'avez pas licence, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Et GitHub a son outil de scan. Mais si vous voyez l'outil de scan de GitHub, il va supporter ces langages-là. Je vais zoomer pour qu'on voit tous. Donc il s'appelle CodeQL, l'outil de scan de GitHub. Et ça supporte le C, le C++, le C#, le Go, le JavaScript, le TypeScript, le Python, le Ruby et le Kotlin. Et on travaille sur Swift pour les applications mobiles. Donc typiquement, qu'est-ce que je fais si je fais du mobile? Comment je fais pour faire de l'iOS? Je vais aller chercher ici. Je vais regarder s'il y a des choses qui sont disponibles. Je vais pouvoir travailler avec cet outil-là, par exemple, ou avec MobiFS, etc. Et l'idée du scan de code ici, c'est très proche de ce que j'ai fait pour la CI tout à l'heure. C'est de dire, je prends cet outil-là, et là, vous voyez ce qui va se passer, c'est que ça me crée un workflow, hop, qui, on arrive à voir, excusez-moi, qui sur la branche principale et sur les pull requests, et un point qui est important, vous voyez le cron là en bas, là, et une fois par semaine, sur la branche principale, je vais exécuter ce code, ce workflow. Et ce code, qu'est-ce qu'il fait? En fait, nous, en tant que développeurs, c'est pas très important ce qu'il fait. C'est juste de dire à l'équipe sécu, ou si on est responsable de son projet, ça va scanner du code pour chercher des failles de sécurité. Et en fait, ce que ça fait, ça configure, dans ce cas-là, ça check out le code. Avec CodeQL, ça va configurer CodeQL, ça va scanner et pousser l'information vers le repo. Ce qui est important autour de ça, pourquoi on le fait passer une fois par semaine? C'est-à-dire que on a du code, le code il est en prod, pendant 3 mois on n'y touche pas. Ça ne veut pas dire que dans le code que j'ai écrit, il n'y a pas des nouvelles vulnérabilités qui ont été trouvées. Un petit peu comme les nouvelles vulnérabilités sont des dépendances. Et combien d'entre nous, on a mis à jour le Log4j il y a un an, on n'y a pas touché. D'un coup, il y a une énorme vulnérabilité qui est arrivée. Là, c'est sur des dépendances. C'est plus simple à gérer, entre guillemets, parce que ça vient de la communauté. Mais l'idée est la même. C'est qu'en fait, potentiellement, une nouvelle vulnérabilité peut arriver. Et donc, l'idée, c'est de passer le code fréquemment. Et donc, ce qui se passe une fois que vous avez mis ça en place, sur ce projet, si je vais dans l'onglet sécurité, et alors je suis le seul à avoir, je suis pas le seul à avoir l'onglet sécurité, mais les gens qui ont les droits d'écriture et de maintenance sur le projet vont voir cet onglet. Mais si je vais en anonyme sur mon projet, je vais pas voir la partie sécurité. Donc si je regarde ici, je vais pas avoir accès à toutes les informations sur la sécu. Je vais avoir accès sur les informations publiques de la sécu, c'est-à-dire que si c'est une librairie que j'ai créée et que je veux publier au reste du monde en disant attention, j'ai trouvé une faille, justement, vous devez mettre à jour la librairie, comme vous le faites quand vous recevez les choses dans vos artefacts, vos Artifactory, etc. Ça vient d'outils comme ça. Donc sur le scan, en fait, j'ai toujours des scans qui passent, et vous voyez ici, j'ai une alerte qui est arrivée à cet endroit-là. Alors cette partie-là, elle n'est pas super intéressante. Elle est super intéressante, mais là, c'est un peu le triage au sens de votre équipe sécu qui vient vous tomber sur la tête. C'est tout le rapport et il faut que je sais. Ce qui est super important, c'est que quand moi, je rajoute du code, c'est-à-dire que je crée une branche, je commence à développer, ce que je voudrais, c'est être alerté tout de suite si le code que j'écris est safe ou pas. Alors, je vais aller dans une pull request ici. J'espère que j'ai une faille de sécurité dedans. Je dois en avoir. Et donc, je suis dans ma faille de sécurité, j'ai poussé le code. Quand j'ai poussé le code, là, il y a plusieurs actions qui se sont mises en place. La partie CI et le code scanning. Et vous voyez, le code scanning a levé une alerte élevée.
Et ce qui est intéressant là, et je reviens sur la partie revue de code, moi en tant que développeur, ou les développeurs avec qui je travaille, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu la faille de sécurité là. Pourquoi? Parce que elle a bloqué la CI, elle a bloqué le merge. J'ai l'alerte ici, directement ici, là je vois l'alerte. Si je vais dans les checks, je revois l'alerte. Je revois la même alerte ici. Et si je vais dans la code revue, et donc dans mon IDE, ici, est-ce qu'on le voit? Hop, je le vois pas, je le vois pas. Ici, j'ai l'alerte. C'est-à-dire que si je vais dans mon IDE, alors je ne suis pas sur la même branche, mais vous voyez, j'ai bien l'alerte de sécurité dans mon IDE. Donc je sais que je dois le fixer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, une fois de plus, ça remonte vers les outils de sécu des experts de la sécu. Mais moi, je peux m'occuper de cette partie-là, ou pas au moment où je le fais. Et si on regarde le petit projet là que j'ai fait, c'est que sur ce projet-là, si je regarde sur l'équipe sécu dans les scans, si je retourne ici, je vois qui a fermé, quand est-ce que j'ai fermé, ça c'est tout ce que j'ai fermé, et comment je l'ai fermé, quel est le commit qui l'a fermé, etc. Et ça c'est aussi capable de remonter, parce qu'en fait ce que vont voir les gens de la sécu, c'est le temps de rémédiation en fait. Combien de temps une faille reste ouverte. Et là ce qui est intéressant ici, c'est que la faille elle n'est jamais allée en production. On l'a capturée bien avant. Et elle a été capturée au moment où moi je suis sur ce code là, donc normalement au moment où je comprends ce que je suis en train de faire. Donc ça vous pouvez le faire, et il y a plein d'outils, plein de scans, et une partie qui est intéressante à montrer, et après je partirai sur Copilot avant l'apéro. Parce que sinon je parle toute la nuit. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Oui, infrastructure as code. L'apéro, voilà. Alors je vous ai pas montré, allez, je vous le montre quand même ça. Hop. Donc, attention, j'ai fermé une page super importante qui est liée un petit peu à Copilot. Alors je vais chercher ça, hop. Une seconde, qu'est-ce que j'ai dit? Ah si, Terraform. Qui fait de l'infrastructure as code, du Terraform, des choses comme ça? Qui sait que l'entreprise dans laquelle vous faites fait du Terraform ou de l'infrastructure as code? Ok. Donc en gros, une petite partie de développeurs en fait, ce qui est normal, parce qu'en fait c'est pas notre cœur de métier, nous on est consommateurs de cette partie-là. De plus en plus d'entreprises le font. Et il y a ce concept de GitOps, qui est de dire que mon infrastructure, la source de vérité, elle est dans Git. Comment je le déploie, c'est pas il y a toute une discussion sur comment je déploie, comment je mets à jour, mais on part du principe que le meilleur moyen, c'est de se dire que ce qu'il y a dans Git, c'est la vérité. Je ne dois jamais utiliser la ligne de commande, je ne dois jamais utiliser le portail, etc. C'est si j'ai besoin, je prends ce qu'il y a dans Git, je l'applique. Il y a plein de raisons pour ça, c'est que je comprends pas, mon budget il a explosé. Ah bah oui, il y a une personne qui est passée, qui a doublé la taille de toutes les VM, et mon budget a explosé. Ça a été noté nulle part, on ne sait pas qui c'est, etc. Si c'est dans Git, dans une pull request, ça peut être revu en disant oh attention, calme-toi parce que tu vas doubler le prix de la consommation, je refuse ta pull request. Ou alors, je mets le commentaire. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que de la même façon, l'avantage de faire de l'infrastructure as code, c'est du code. Donc je peux le scanner. CodeQL, la technologie de GitHub de scan de code, ne sait pas ce que c'est que Terraform, ne sait pas ce que c'est que du YAML qui sert à ça. Par contre, il y a des outils qui existent. Et là, ce que j'ai, c'est que j'ai sur un projet public, un exemple de pull request où un développeur a rajouté une configuration réseau. Et dans cette configuration réseau, alors toujours pareil, c'est un peu comme l'injection SQL, hein, c'est du truc de base, mais l'idée c'est pour montrer, et c'est surtout, vous en tant que développeur, pourquoi je vous montre ça? C'est pour commencer à parler à l'équipe de dev qui vient vous taper sur la tête en disant, parce que c'est le truc qui arrive tout le temps ça, vous êtes hors du contexte. Là ce qui est chouette, c'est que vous êtes dans le contexte dans lequel vous travaillez, ça coûte pas cher, vous savez que vous êtes responsable du problème parce que c'est vous qui venez de rajouter le code, et vous vous concentrez sur la rémédiation, pas sur le reporting. Et là, en fait, de la même façon, en utilisant cet outil, j'ai de l'information sur, attention, dans cette pull request, il y a quelqu'un qui fait un réseau qui est trop ouvert. Et il y a plein d'outils qui vont faire ça. On peut scanner les conteneurs. Alors, moi,
Au début, je montrais le scan des conteneurs, avec Trivi, avec des onshore et compagnie. Ah, c'est pas dur de montrer 500 erreurs. Mais comme je ne sais pas comment vous expliquer comment les fixer, je me suis dit j'arrête de parler de ça. Le jour où quelqu'un m'expliquera comment il choisit proprement ses images, comment il les met à jour, comment il répond aux failles de sécurité qui sont montées, etc. Bah, je pourrais faire une démo en expliquant voilà comment on le résout. Là, on sait comment le résoudre. Sur les conteneurs, je sais pas moi. J'ai pas trouvé de belle histoire. La belle histoire, c'est souvent, on s'en fout, on sait pas trop ce qu'on fout comme image. Ok. Alors là, on va parler, je vais parler d'un autre truc. Je reviens sur l'expérience développeur. Je reviens sur la partie du début qui est Copilot. Qui a testé Copilot? Qui aime bien Copilot? Voilà. Vous codez pas, c'est pas possible. Qui a testé ChatGPT? Qui aime bien ChatGPT? Je parle pas éthiquement, je parle qui aime bien technologiquement, qui est impressionné par ce que ça fait. Et Dali, qui a testé Dali ou l'équivalent? On a quand même un truc, c'est qu'on est arrivé quand même dans un, on a de la chance d'arriver sur cette. Moi, je trouve qu'en tant que technicien, on a de quoi s'éclater. Après, c'est le tout début, on va voir ce que ça va faire à la fois éthiquement, etc. Mais moi, je suis, pour l'anecdote, quand ça fait à peu près 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que les gens de GitHub ont accès à Copilot. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que je suis chez Copilot, quelques mois après que je sois rentré, on avait accès sur le Slack, oh j'ai dit Slack, ouais, mais sur le Slack, on avait accès à Copilot et j'ai testé. Et honnêtement, j'étais super sceptique. On me dit ouais, un truc qui va générer, il était déjà généré du code avec de l'intelligence artificielle. Je partais en disant ça va être une grosse daube. Demain, je quitte GitHub, j'achète Copilot. Je quitte GitHub, j'achète Copilot. À titre perso, moi je le prends immédiatement. Et même si c'est pour mes petits projets perso, parce qu'en fait, les démos qu'on voit souvent, ça va être ça. Là, on est dans un projet, on est parti de zéro, qui est malgré tout impressionnant. On est dans un projet, j'ai créé un petit projet Node.js, j'ai juste fait npm init et intégrer Express. La démo classique de Copilot, ça va être ça. Ça veut dire import, express. Alors par contre, Copilot ne m'aide pas à mieux taper sur le clavier. C'est ça dont j'ai. Alors, c'est pas totalement vrai, parce que je peux utiliser maintenant Hey Copilot, qui me ou Hey GitHub, je sais plus, qui me permet de contrôler Copilot par la voix, sauf que mon accent anglais est pas assez bon. Donc j'ai eu le même problème que sur le clavier. Import express. Create app on default port or on. Et là, la grosse différence par rapport à ce que vous voyez dans tous les outils avant la complétion, parce qu'en fait, c'est de la complétion qui a pris de la cocaïne, c'est le truc, c'est à fond, c'est qu'il va pas générer ligne par ligne, il peut générer des blocs ou générer dans le contexte que vous avez. Donc j'ai une ligne, j'accepte cette ligne. J'accepte la deuxième ligne. Et vous voyez déjà dans le truc qui est intelligent, c'est qu'il sait que j'ai demandé le port par défaut ou l'environnement. Donc il sait que la plupart des gens qui font du Express et qui font du Node.js, la façon dont ils aussi le truc, ça va être ça. Donc je crée l'application. Alors il faut une bonne connexion Internet. Après, je vais importer les routes. Ah, il n'a pas créé l'application. C'est bizarre parce que sauf que maintenant je sais même plus comment on crée l'application en vrai. Const. Ah oui, vous voyez, bah, il a été plus intelligent que moi et heureusement que vous êtes là. Donc ce qui est amusant là, c'est que vous voyez, il a créé la route juste après. Alors voilà, ce qui vient d'arriver là. Copilot régénère du code à chaque fois. À chaque fois, il va refaire quelque chose. Donc, vous pouvez faire 2 fois la même dévo. Vous n'aurez pas toujours exactement le même comportement en fonction de ce que vous avez accepté, en fonction des onglets que vous avez d'ouvert. Donc là, je crée l'application et il va démarrer mon serveur, etc. D'accord? Ça, c'est une partie de faire de la démo. Alors, c'est top pour les démonstrations ou c'est top pour un autre cas d'usage que moi j'ai utilisé en vrai. C'est quand vous voulez découvrir une nouvelle techno ou quand vous voulez faire quelque chose très rapidement. J'avais un besoin pour mon site perso là, de planche à voile de faire quelque chose
vous connaissez Strava, ça vous dit quelque chose, l'outil, le truc. Quand vous faites du Strava, on peut partager sur les réseaux sociaux une petite image avec la route. Bah, l'idée, c'était pour moi de faire la même chose. Et je me suis dit, comment je vais faire ça? Il faut que j'appelle Google, que je dessine, machin. Non, je vais pas faire ça, ça va être trop compliqué. J'ai déjà une page qui le fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Selenium, je vais demander à Selenium de sauver l'image localement, et c'est bon. Mais comment je vais appeler Selenium? Je me dis, bah, je vais demander à Copilot. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit qu'en Python, ça serait simple à lire le code, parce que je voulais pas le faire en Java. Parce que après, je déploie ça sur du cloud, donc je veux des trucs qui consomment pas trop. Donc Java, c'était pas la bonne idée. Pour ça, en tout cas. Et en fait, j'ai demandé à Copilot, donne-moi, et vous allez voir le commentaire, je crois que je l'ai gardé, le commentaire au début. Ah non, je l'ai pas gardé. J'ai triché. Et en fait, j'ai écrit le commentaire, alors j'ai cherché un petit peu, j'ai tuné un petit peu, j'ai écrit le commentaire, donne-moi un moyen d'utiliser Selenium, de sauver l'image. Et ce fichier-là, c'est quasiment généré, je dirais 80% du code, c'est du Copilot. Est-ce que je vais garder ça en prod si ça devenait, si ça montait à l'échelle? Non. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir une première itération qui était très rapide. Et la façon dont j'utilise le plus Copilot, c'est dans un projet dans lequel vous bossez, vous rajoutez des fonctions, et les fonctions sont contextuelles par rapport à ce que vous avez déjà ouvert, et quand est-ce qu'il y a quelque chose où on a besoin d'avoir beaucoup de contexte, c'est quand on écrit les tests. Et alors pour ça, c'est magique. Qui l'a utilisé avec des tests? C'est vraiment, moi je faisais, mon boulot étant de faire des démonstrations, généralement les tests, il n'y en a pas. Alors là pour deux raisons il y en a, c'est parce qu'en fait j'avais besoin d'écrire un parseur pour un GPS un peu particulier, donc ça c'était un vrai projet. Et comme avec Copilot c'était relativement simple, bah je l'ai fait. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon fichier ici, avec toutes les valeurs qui sont, quand je parse le fichier, je connais les valeurs que je dois tester, donc j'avais écrit un ensemble de valeurs, voilà les différentes vitesses que tu dois trouver. Et quand on est dans le contexte de Copilot, en fait ce que va faire Copilot, c'est que dans le contexte où on est, il va essayer de deviner quelle est la prochaine opération que vous allez faire. Qu'on accepte ou pas d'ailleurs. Mais ça va commencer à taper le code pour vous, on ne le prend pas. Mais là, il va comprendre que je veux la moyenne parce qu'il l'a fait en dessous. Alors c'est pas... Et là, il va me préparer les 500 mètres. Vous voyez, il comprend. Et quand je dis il comprend, c'est pas qu'il est nécessairement super intelligent sur ce que j'essaye de faire, il comprend tout le contexte du fichier dans lequel je suis. Et il s'adapte à votre façon de coder. C'est-à-dire que c'est pas, il n'applique pas un check style qui est à côté. Il va regarder la façon dont vous codez, vous écrivez les loops, les boucles, etc., les variables, il va générer la même chose. Ce qui fait que quand j'ai besoin d'écrire un nouveau test, ici, hop, un nouveau test, et où il est où mon test? Voilà. Donc vous voyez, mes tests, c'est, je dois aller chercher dans le header des valeurs, je compare avec des valeurs, et ensuite, je dois aller chercher la vitesse, les vitesses de 2 secondes, les vitesses de 10 secondes, les vitesses de 500 mètres, etc., puisque c'est ce qui m'intéresse dans mon parseur. Ben, quand je continue d'écrire des tests, vous voyez, je suis à 10 secondes, 20 secondes, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va me dire 30 secondes. Alors, après, on peut se poser la question, ouais, mais t'es bête, tu pourrais essayer de faire du refactoring, du machin, passer des paramètres. Bah non, pourquoi? Non, là non, ça sert à rien. Et là, il m'a généré. Alors le speed 30 secondes n'existe pas, d'accord? Et si on regarde, il a bien généré le même code que dans le contexte que j'ai actuellement. Donc, dans le contexte d'un projet, quand vous travaillez avec Copilot, c'est pas influencer Copilot pour essayer de, à part dans des moments très précis, c'est juste travailler et il vous génère du code en fonction du contexte dans lequel il est. Et c'est, moi je trouve ça extraordinaire. Et une fois de plus, je parle pas d'éthique, je parle de machin, ça c'est une discussion, on va laisser les juristes et les gourous de l'open source se battre. Moi en tant que développeur, je trouve ça extraordinaire. Et rien ne vous empêche de faire la même chose, hein. Le code il est open source, c'est-à-dire pas le code de Copilot, mais le code sur lequel s'appuie OpenAI, c'est tout le code open source de GitHub. Et que le code open source. Parmi les choses qui sont en cours de développement autour de Copilot, parce que ça c'est vraiment le tout début. Alors parmi les choses amusantes, hein, c'est... je vous montre juste sur le principe. En gros, ça connaît tous les langages. Alors, non, ça connaît pas tous les langages. Ça connaît tous les langages qui ont une grosse présence sur GitHub. Il y a peu de chance qu'il y ait beaucoup de COBOL. Donc j'ai essayé juste pour voir. Alors comme je connais rien à COBOL déjà, mais il n'a rien généré.
Mais là, je suis dans un Docker Compose. Je suis sur l'application Pet Clinic de Spring dans IntelliJ. J'ai besoin d'un nouveau cache. Bah, je vais lui dire, je vais utiliser Redis parce que MySQL ou Postgres c'est pas assez rapide. Bah, je vais dire add Redis to Docker Compose. Il me fait une proposition, on voit pas bien. Il m'a fait une proposition là. Je fais tab, c'est bon, ça marche. Mais je sais que Redis 6 c'est une vieille release, donc je vais faire Redis 7. Voilà. Et en fait, si vous ramenez ça à Terraform, si vous ramenez ça au YAML de vos pipelines, si vous ramenez ça au code QL que vous écrivez, ben en fait, ça facilite énormément le développement. Mais moi, ma démo de Node.js, elle a complètement merdouillé. Alors c'est le seul endroit où je bidouille vraiment mon code, où j'ai écrit du code pour vous montrer quelque chose de copilote. Dans la vraie vie, je travaille pas comme ça. Je travaille vraiment avec mon code. Et je suis en train de travailler sur des choses, et en fonction de ce que je suis en train de faire, je laisse Copilote me guider. Si par exemple, où est-ce que je pourrais trouver un truc sympa dans le projet de cœur de métier là, c'est-à-dire que si je regarde ici, vous voyez, j'ai du code qui va chercher dans Mongo des choses par rapport avec un service pour aller chercher le profil de l'utilisateur pour faire des calculs, récupérer des informations sur le spot, donc sur la planche sur laquelle je travaille pour faire des calculs. Et en fait, j'utilise Async. Je suis en train de réécrire ça, mais bah, ce que je peux demander, si je commence à travailler comme ça. Alors c'est là où en fait quand on fait des démos de copilote on prend un risque parce que quelquefois il va pas générer en fonction de ce que j'ai tapé ou de ce qui est ouvert, il va prendre en compte tous les tables, les onglets que vous avez d'ouvert. Ce que vous pouvez faire c'est appeler hop, faut que je dézoome. J'ai tapé CTRL entrée et il m'a ouvert les suggestions qu'il va me proposer. Et vous voyez il me propose des choses. Alors, ça se trouve là ça veut strictement rien dire. Mais l'idée, c'est que dans le contexte dans lequel vous êtes, la complétion, il va regarder ce que vous êtes en train de faire. Alors, un autre exemple, vous vous amusez, vous faites addition, soustraction, vous écrivez les deux méthodes. Entrée, entrée, il va faire multiplication. Entrée, entrée, il va faire division. Il est capable de comprendre cette partie-là. Et moi, ça m'a rendu vraiment plus productif. Et ça m'a rendu plus productif au point de vous montrer quelque chose que j'avais probablement pas vu depuis 2002. C'est ça. C'est que j'ai réussi à augmenter énormément la couverture de mon code sur mes projets. Il y a encore des progrès à faire, il y a encore un peu de rouge. Donc ça, c'est la première itération de ce qu'on peut faire avec Copilot de l'intelligence artificielle, c'est vous aider à développer. Il faut vraiment le voir comme l'assistant qui est là, il ne faut pas influencer trop. Si vous avez le temps, vous pouvez tester en multilangue. Vous testez vos commentaires ou le nom de fonction en français, vous verrez qu'il génère. Vous pouvez écrire... Putain, faut m'arrêter parce que sinon... C'est... Alors maintenant, cette partie-là, elle est généralement moins impressionnante depuis qu'il y a ChatGPT. Mais pour écrire la doc, c'est top. D'accord? C'est quand même pas mal. J'ai tapé le titre et il m'a fait mon blog post. J'ai plus qu'à corriger, vérifier. Et en plus, il écrit probablement mieux anglais que moi. Alors, la façon dont je travaille, je commence à utiliser un petit peu ChatGPT. En parallèle, c'est pas une compétition de est-ce que ChatGPT est mieux que machin. Moi, je vais l'utiliser comme ça. Je sais pas si je l'ai gardé ouvert ici. C'est-à-dire que si dans mon fichier, si dans mes fichiers GPS, les GPX c'est un format XML, j'ai besoin de trouver les meilleurs 500 mètres, bah, je pose la question, comme si je posais la question, hein, tiens, on est dans une salle de réunion, on est en train de faire du tableau blanc, on discute avec quelqu'un. Bah, je pose la question à ChatGPT qui va me proposer une solution, ou pas d'ailleurs, mais qui va me proposer une solution. Il peut me générer du code. Jusqu'ici, j'ai jamais utilisé ce code-là, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a idée de l'algo, bah, on va dans l'éditeur, on travaille avec l'éditeur, il y a un copilote qui vient nous aider. Ok.
Allez, le dernier truc. Non, deux derniers trucs. Oui, oui, tu peux écrire en français. Mais en fait, ouais, oui, tu peux. Alors moi, la façon dont j'ai découvert que Copilot donc parlait français, c'est que je faisais un POC dans un ministère. Et il m'avait demandé d'écrire les commentaires en français. Alors, moi, je travaille que en anglais, même sur mes projets perso, c'est juste une habitude en fait. Et donc, je commence à écrire commentaires dans le workflow en français, et paf, il génère les trucs. Alors, c'est vraiment rigolo. Autre truc, c'est parmi les idées vers où on va avec tout ça en fait. C'est si vous regardez ici, j'ai le GitHub Copilot Labs. Qui a déjà regardé ça? Copilot, c'est juste un plugin qui accède à GitHub et qui fait des appels, et c'est juste le plugin de complétion. Copilot Labs, c'est un plugin un peu plus riche qui fournit des choses comme... Ah, je vais pas le faire ici, je vais le faire dans un repo où il y a du code. Donc je suis sur Copilot Labs, j'ouvre ça. Je peux demander à Copilot, je prends au hasard, de m'expliquer le code. Donc on peut demander à Copilot de regarder du code, de l'expliquer. Donc quand on est en train d'apprendre ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. On prend un tuto, on regarde et il nous génère une explication. Alors, il y avait jusqu'ici un truc que je montrais, ça marchait jamais, j'avais surtout pas trouvé le cas d'usage. Je peux passer d'un code X à un code Y, de Python vers Java, de Java vers Python. Et en fait, j'ai fait une démonstration mardi, on parlait de tout ça. Et c'est une boîte où il y a 90% de Java et 10% de C#. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir s'entraider, de tricher un petit peu comme ça. Et l'autre partie, alors, la génération de tests, j'ai pas encore testé. D'accord, je verrai ça un peu plus tard. Mais il y a ces petites choses-là autour du brush. Vous voyez, c'est prendre du code et essayer de l'améliorer, le rendre plus robuste. C'est le tout début. Mais imaginez si on reprend le truc autour que je parlais de la sécu. Là. On peut demander à Copilot de regarder notre code, de voir s'il n'y a pas directement des failles et faire des propositions pour nous améliorer. Ouais. Alors par contre, il a progressé parce qu'au début, quand je faisais mes démos avec Spring, il faisait de l'injection SQL buggée. Et après, il a fait des prepare statements. Et je pense qu'il a fait des prepare statements parce qu'aussi, moi, je lui demandais de... ah oui, le point qui est très 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 important, merci d'avoir posé la question, c'est le code, c'est comme si c'est vous qui l'aviez écrit. C'est votre code, ça veut dire qu'il faut le tester, il faut le revoir, etc. C'est pas, oh, c'est Copilot qui l'a généré, je peux aller à la plage. Non, c'est juste quelqu'un pour vous aider. Ouais. Alors, t'as une propriété. Alors, si tu utilises Copilot pour alors c'est là où la réponse. Alors, comme je suis enregistré, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais la réponse c'est un problème de juriste, c'est pas notre problème. D'accord? Et quand tu signes, alors ça veut pas dire que je vais pas donner une petite réponse technique, mais t'as une partie. Si tu regardes les termes et conditions de GitHub, qui dit le code vous appartient, etc. Mais si vous êtes attaqué, vous êtes couvert, on va vous aider, etc. Parce que la discussion, le code qui est généré, c'est du code qui est généré à chaque fois. Il y a probablement moins de chances que le code qui te vient de Copilot soit pas une copie par rapport à ce que tu as trouvé dans Stack Overflow. Parce que quand tu prends quelque chose dans Stack Overflow, tu sais pas où la personne l'a trouvé. Il n'a pas marqué « j'ai copié ça sur le repo machin ». D'accord? Et parmi les propriétés que tu as quand tu travailles avec Copilot, Copilot Settings. Alors dans la doc, hein, on explique comment c'est généré, etc. Par contre, tu as quelque chose d'important. Est-ce qu'on va le voir là? Tac, tac, tac. Déjà, quand tu travailles dans l'entreprise, nous, on garde rien. C'est-à-dire que cette petite case à cocher, on regarde rien, d'accord? Ça, c'est quand tu es en perso, tu dis je veux bien optimiser. Quand tu es dans une entreprise, on ne garde rien côté serveur. Et c'est pas ça que je voulais montrer. C'est l'autre partie qui est... en fait, tu as une propriété où tu dis si le code qui est suggéré, qui fait plus de 150 caractères, est proche d'un code qui existe, je ne le renvoie pas. Donc après, il y a des algos, le tri de la bulle, il y a de grandes chances que la façon dont tu écris le tri de la bulle, il y ait quelqu'un qui l'ait déjà fait.
Et après, c'est des histoires de copyright. C'est pas des histoires de licence, de machin, c'est des histoires de juristes. Donc, tu peux utiliser, il y a plein d'entreprises qui commencent à utiliser Copilot dans l'entreprise. Dernier point. C'est donc là-dessus, après évidemment c'est pas toi en tant qu'étudiant qui va aller voir ouais j'utilise Copilot, faut que tout le monde l'utilise. Non mais ça fait partie. Notre métier, le métier d'éditeur de logiciels et de Copilot, etc. de GitHub, c'est de travailler pour faire en sorte que le client soit safe. Et ça, si c'est sorti, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui en discutent à côté, hein, mais dans l'entreprise, les gens peuvent l'utiliser. Parce que pour prouver que le code, parce que le code que moi, Copilot génère, il est changé tout le temps. Hein. Moi, je change mon code. Et pour prouver que le code il vient de quelque chose qui a été généré par Copilot, ça va être dur. Par qui? En fait, le code que toi tu as, quand tu es en train d'éditer, il est envoyé à GitHub, en partie, pas tout. Hein. Il y a le fichier, les informations, c'est pas tout ton repo. Il est envoyé, il est analysé, il te renvoie une suggestion, il est supprimé. Alors effectivement, il y a une partie du code qui est envoyée chez GitHub. Mais la plupart des clients, de toute façon, ils ont leur code chez GitHub. On n'aurait pas besoin de Copilot si on voulait faire quelque chose avec. Après, il y a tout un état d'esprit qui est dans les entreprises, c'est est-ce qu'on fait confiance à du SaaS ou pas? Et dans l'IDE que tu utilises, tu sais que Copilot fait ça, mais est-ce que tu as regardé les autres plugins qu'ils font avec ton code? Non, non, oui, mais en fait, ma question, elle est plus sur le côté un peu taquin, en disant, là, on sait que Copilot, il regarde le code, mais de toute façon, si tu prends un truc qui fait de la complétion, qui fait machin, il regarde ton code. Est-ce qu'il envoie des choses? C'est une autre histoire. Le dernier point, qui continue là-dessus, c'est Copilot, c'est le début de l'intelligence artificielle chez GitHub pour les développeurs. Il y a un site web qui s'appelle githubnext.com, et c'est de là qu'est né Copilot d'ailleurs. Je pense que c'est l'équipe la plus cool de GitHub, celle-là. Ils font ce qu'ils veulent. En gros. Peut-être pas, mais presque. Et si vous regardez, en fait, chaque projet, il y a un statut. Un proto réutilisable, un proto utilisable. On est sur une waitlist, on peut rejoindre. Donc là, c'est Copilot avec la voix. Copilot, alors ça, moi, celui-là, je l'ai pas encore testé. Je suis dedans, mais il faut que je le fasse. C'est utiliser Copilot pour le shell. Moi, qui suis un ingénieur, ni un ingénieur ni un ingénieur système, ça va beaucoup m'aider, ça. GitHub Blocks, c'est la possibilité dans GitHub, quand vous êtes sur un fichier, d'appliquer un plugin pour le visualiser. Et que ce soit custom. Donc l'idée, c'est vous faites de la data science, vous voulez visualiser des graphes et des choses comme ça. Vous avez, alors je descends vite, vous avez un CSV, parce que le CSV, c'est un peu comme l'injection SQL, on comprend tous. C'est vous avez ça, et ça va vous donner une vue comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir des plugins, des blocks, qui vous associer à un type de fichier. J'essaierai de prendre le temps avec mes fichiers GPX, justement, de satellite, d'afficher Google Maps là-dedans, juste pour voir comment ça se développe. Ça, c'est juste une idée. Mais la partie, là, mon sourire arrive, la partie la plus impressionnante de ce qu'ils sont en train de faire, vous regarderez hein, githubnext.com, c'est ça. Vous avez vu ce que Copilot peut faire, vous aimez pas, vous testez, etc. Voilà. Imaginez la même chose sur vos pull requests pour faire la revue, vous aidez à la code revue ou vous aidez à écrire des nouvelles pull requests. Et quand est-ce qu'on a besoin des pull requests ou l'intelligence artificielle que je vous ai montré pourrait nous aider rapidement? Vous êtes un data scientist, tu utilises PyTorch. Non, mais peu importe. C'était data scientist, la boîte sur le projet sur lequel tu bosses travaille avec TensorFlow. Et à un moment donné, les frameworks sur lesquels on travaille, bah, peut-être qu'ils sont plus trop mis à jour, ou il y a des nouveautés qui arrivent et qui sont plus sexy dans un autre endroit. Se pose la question de, bah ouais, mais mon projet qui utilise TensorFlow, j'aimerais bien passer sur PyTorch maintenant. On est d'accord que d'un point de vue ingénieur, c'est pas passionnant comme modification. Il y a toute une première phase qui est de, faut que je trouve tous les endroits où je l'ai fait, que je le fasse, et après, je vais pouvoir commencer à tirer parti de la puissance de PyTorch par rapport à TensorFlow. Bah, l'idée de ça, c'est de créer, on a créé
Bah, je dis on comme si moi j'avais fait quelque chose. Moi je monte la vidéo, c'est tout. On a créé PRBot qui fait deux choses. On fait PRBot comment. Et ça, moi je l'ai vu en live en interne. La première fois que je l'ai vu, t'es comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors t'es peut-être à la limite à redemander de revoir le truc. Tu demandes quoi faire. Et là il va. Hop. Pardon, tu lui PRBot comment. Il va te décrire ce qu'il faut faire. Un petit peu là comme ChatGPT ou Copilot fait. Vous voyez, il m'a dit faut installer PyTorch. Tu fais ça, tu changes ce modèle. Et l'autre étape, c'est tu dis fais-moi la suggestion. Fais-moi un draft de ce truc-là. Et il y a pareil pour la code revue. Je vais à l'étape suivante et je vais lui dire PR suggest, vous voyez, ici, hop, PRBot suggest. Et là, contrairement à ça, c'est quelque chose que Copilot ne sait pas faire. Là, il va me modifier tous les fichiers qu'il faut modifier. Donc, il travaille sur plein de fichiers et il va modifier le code à plein d'endroits. Donc, il m'a créé la branche, la première version du code. Là, je prends le code ou je l'ouvre directement dans Jupyter ou dans Codespaces et je travaille. Et c'est juste un petit peu des idées vers où on va aller. Et on est d'accord, si on prend cet exemple-là, en termes de productivité, on est d'accord que cette première phase, elle va aller beaucoup plus vite que vous, parce que la façon dont on va essayer de le faire, hein, c'est un refactoring, de la recherche et tout, un truc qui sera plus crado que ça. Ouais. Là tu as la partie, code revue. Là. Voilà pour... donc vraiment, il faut voir Copilot comme une première étape vers l'intelligence artificielle. Et on peut dire j'y touche pas, mais je pense que les gens qui vont y toucher auront un avantage. Je parle pas nécessairement de ces outils-là, mais d'une façon générale. Quand moi j'écris du code avec Copilot, le cœur du code que je connais bien, Copilot ne m'aide pas beaucoup. Il va m'aider dans les trucs qui sont répétitifs, dans les trucs que je suis en train de découvrir, de créer une nouvelle fonction automatiquement parce que par rapport au contexte que je vais implémenter en détail. Voilà. Des questions? Quelques questions avant de partir? Tu vois, j'ai pas testé, je devrais tester parce que j'en chie. Moi. On en parlait tout à l'heure avec Thomas. Oui? Pour le monitoring des actions, de la facturation, etc. Oui, oui, c'est en cours de dev, je ne sais pas quel est le statut. Oui, oui, Non, en fait, après, tu as plein de choses qui... Oui, alors il y a les actions, les workflows, tu peux... Oui, oui, tu peux. Mais après, il faut faire attention exactement à ce que tu veux faire. Mais parmi les choses qui ont beaucoup évolué, c'est la capacité à réutiliser un workflow ou réutiliser une action d'un repo privé, par exemple. Ça, c'était une grosse demande. Mais il y a évidemment le risque, il faut faire attention à la façon dont on va appeler. Je sais pas. Là, je sais pas. J'ai pas testé. Je pense qu'il y en a, mais j'ai pas testé. Alors surtout, vous avez accès à tout sur vos repos publics, donc vous testez. Pour Copilot, si vous êtes étudiant, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas étudiant, vous avez 60 jours ou 90 jours gratuits et pour évaluer. Faites-le, si vous le faites, faites-le à un moment où vous allez coder beaucoup. C'est vraiment là que c'est... Non, non, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui fait que de la code revue et qui change 3 lignes, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. C'est un moment, c'est soit parce que vous voulez découvrir un nouveau projet pour voir si ça vous aide. Pour la sécu, ce que je vous ai dit là sur le shift left, allez proche du dev. Quand vous parlez à vos équipes sécu, quand ils viennent vous taper sur la tête avec leur bâton, pensez à la rémédiation et posez simplement la question, on pourrait pas faire ça plus tôt? On pourrait pas avoir ça dans notre pull request? On pourrait pas avoir ça dans notre branche? Parce qu'en fait on n'a pas le même point, on n'a pas la même vue du monde. Et je pense que cette partie-là va garantir plus de sécu sur le code et en plus rendre le métier du développeur sur la partie sécu plus intéressante parce que actuellement c'est en mode assez agressif. Merci.